m'entendez bien? C'est bon? Oui? D'accord. Alors je ne vais pas trop bouger, d'habitude j'ai l'habitude de beaucoup me déplacer, mais on m'a expliqué qu'il ne fallait pas trop que je bouge avec mon micro. Voilà. Bien, écoutez, alors merci, effectivement, merci aux organisateurs de cette conférence pour leur invitation. Et merci à vous tous de vous être déplacés donc, dans ce froid jeudi de janvier pour parler d'un sujet qui n'est pas très rigolo et très drôle et très optimiste, la question de la Russie en guerre, plus spécifiquement, et d'essayer de discuter un peu, d'essayer de comprendre cette situation, les évolutions possibles dans une année aussi qui... Alors, est-ce que c'est une année charnière? En tout cas, il y a une actualité politique certaine avec les élections présidentielles du mois de mars 2024 qui ne laisse pas beaucoup d'incertitudes sur l'issue, mais néanmoins, justement, ça fait partie des interrogations. Pourquoi organiser encore des élections si on sait qu'a priori quel est le vainqueur? Ça fait partie des grandes questions. Alors, quelques mots peut-être avant que je commence à discuter et à présenter ce que je connais de la Russie, quelques mots quand même sur mon parcours et finalement la position de laquelle je parle, parce que c'est quelque chose d'important aussi que vous compreniez quel est aussi finalement mon vécu et mon rapport à ce pays qui est si immense, si complexe et si riche aussi. Donc, comme l'a dit notre présentateur, je suis maîtresse de conférence, mais pas vraiment à l'Université de Bordeaux, mais à Sciences Po Bordeaux plus exactement. Enfin, c'est pas une grande différence, mais en tout cas, voilà, c'est une précision à faire. Et aussi, je suis chercheur au Centre Émile Durkheim, qui est un centre de sociologie et de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Alors, je voudrais commencer cette intervention par un choc, en fait. Un choc récent qui a été le mien. Hier soir, j'ai appris l'arrestation d'un de mes collègues, en Estonie, Monsieur Vyacheslav Morozov. Alors, ce ne sera pas effectivement, c'est pas un secret, mais ça a été, diffusé dans la presse. Incarcération, arrestation. Destitution de ce chercheur très connu, réputé de... Ah, c'est pas allumé? Ah mince. Donc de ce chercheur réputé de l'université de Tartu, alors avec lequel j'ai pas directement coopéré, mais qui est un collègue d'un collègue avec lequel j'ai collaboré plusieurs fois et que je connais depuis longtemps. Donc, Monsieur Morozov est un chercheur d'origine russe, émigré depuis longtemps en Estonie, à l'étranger, qui travaillait à l'université de Tartu, donc une grande université estonienne, et qui a été arrêté par les autorités estoniennes, c'est une information qui est parue hier, pour espionnage au profit de la Russie. Alors que depuis de longue date, c'est quelqu'un qui a dénoncé l'annexion de la Crimée, l'intervention en Ukraine, qui faisait des cours surtout effectivement en Occident, mais aussi en Russie, et faisait des voyages récents en Russie. Alors, je ne peux pas exactement vous dire, je n'ai pas suffisamment lu, je ne sais pas du tout ce qu'il ressort, si c'est vrai, si c'est pas vrai, dans quelles conditions, dans quel contexte, qu'est-ce qui est incriminé exactement. Mais vraiment, je vous livre finalement c'est tout ça, parce que c'est vraiment un choc extrême de se dire... Alors, évidemment, nous, académiques, en plus, on n'est pas en Russie ni en Ukraine, donc on est un peu loin, finalement, territorialement et géographiquement, de tout ça. C'est plutôt un sujet d'étude, mais là, c'est vraiment une occasion finalement, de sentir, en fait, ce que la guerre fait aussi au sujet d'études, à la recherche, effectivement, aux tentatives de compréhension de ce qui se passe réellement.
Et oui, la guerre touche aussi la sphère académique, les universités, les chercheurs, et finalement, c'est vraiment un sujet de... Voilà, vraiment, c'était un très grand choc pour moi et mes collègues d'apprendre cette nouvelle, et bon, je pense qu'on en saura plus et peut-être on pourra comprendre davantage ce qui se passe, mais vraiment, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous pour vous dire combien c'est aujourd'hui quelque chose aussi de compliqué de travailler sur ces pays-là. Alors moi, pour revenir un peu dans le passé, pour vous dire un peu ce que j'ai fait, moi effectivement depuis à peu près 25 ans, donc ça fait très très longtemps que je m'intéresse à la Russie. Je m'y suis intéressée à partir de la chute de l'URSS, et j'ai commencé à aller dans ce pays assez régulièrement dans le cadre de travaux de recherche multiples. J'ai vécu plusieurs années en Russie, à Saint-Pétersbourg déjà, dans une partie, la partie aussi asiatique de la Russie, au-delà des monts de l'Oural, dans une ville qui s'appelle Ekaterinbourg également, où j'ai eu la chance de traverser ces périodes de changements brutaux. Et pour moi, effectivement, la Russie a toujours été un pays un peu laboratoire de changements brutaux, rapides, qui étaient effectivement, dans toutes les sphères finalement, la politique, l'économie, les relations internationales. Et effectivement, on peut dire que jusqu'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui s'est vérifié. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus accès, en fait, en tant que chercheur français, on n'a plus la possibilité d'avoir accès au terrain, ce qui pour moi est extrêmement compliqué, parce que moi je travaille avec des entretiens, avec de l'observation, avec la rencontre des acteurs sur place, avec aussi des voyages assez fréquents pour essayer de percevoir finalement ce qui bouge, évolue dans toutes les sphères de la société. Et là, donc depuis le déclenchement de la guerre de 2022, il y a une interdiction par le ministère des Affaires étrangères de faire des voyages d'études pour les chercheurs français. Alors je sais que ce n'est pas pareil sur tous les pays européens, mais néanmoins, pour la France, c'est le cas. Et moi qui travaille avec des données et des entretiens, du coup, et je ne suis pas la seule, on est toute une communauté à être coupée finalement de la compréhension de ce pays, finalement de la compréhension de ce qui s'y passe vraiment, autre que par des filtres un peu indirects, évidemment les médias, etc., mais quand même, coupé de la possibilité de discuter avec des collègues. Alors, on peut le discuter de façon informelle, mais tous les programmes de recherche, les échanges, et nous on le sait à Sciences Po, puisque après la guerre, tous les contacts, projets de recherche, échanges d'étudiants, de collègues se sont interrompus. Donc c'est vraiment une situation aussi quand même qui est particulière par rapport à... Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est comme ça, et c'est quelque chose avec quoi il faut faire, et qui implique aussi une réorientation quand même sévère de tout un tas de travaux et de recherches. Voilà, alors donc du coup, pour vous donner un petit peu des aperçus de ce à quoi je me suis intéressée pendant toutes ces années à des choses extrêmement variées. Je commençais par étudier la question de la monnaie, des échanges, du troc plus exactement, dans la Russie et ses échanges dans les années 90. Et mon dernier sujet d'étude, c'est les questions des céréales et du secteur céréalier russe. Alors, je me suis intéressée à la question suivante. Comment se fait-il que la Russie, qui dans les années 90 était un importateur massif de denrées agricoles, en quelques 20 années, alors à la lumière des évolutions agricoles, c'est vraiment minuscule. Comment se fait-il qu'elle soit devenue d'un importateur important de denrées agroalimentaires, qu'elle soit devenue dans les positions les plus importantes de la production agricole et de l'exportation, et plus spécifiquement dans le cas du blé et des céréales. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée pour comprendre comment, en termes institutionnels, politiques, économiques, c'était possible, en 20 ans, de devenir le premier exportateur mondial de blé, alors que les années 90 avaient vu l'effondrement total de ce secteur. Donc ça, on pourra y revenir si vous voulez, puisque je pense que c'est un petit peu lié à ce que je vais vous raconter maintenant.
Mais en tout cas, voilà ce qui m'a intéressée. Et alors, quand je racontais un peu ça à mes collègues au milieu des années 2010, les gens me disaient tu parles ce sujet-là, mais ça va intéresser personne, c'est vraiment un truc complètement inintéressant, qu'est-ce que tu vas raconter là-dessus, et puis bon, ça va intéresser personne. Et évidemment, comme vous le savez tous, avec la guerre en Ukraine, et toutes les questions d'acheminement des céréales ukrainiennes et russes, finalement, c'est devenu un sujet qui a été finalement très central, en fait, et qui l'est toujours, puisque vous savez que la guerre en Ukraine a causé d'énormes risques sur la sécurité alimentaire mondiale, puisque justement, la Russie est un exportateur majeur pour tout un tas de pays africains, asiatiques, pour lesquels effectivement le blé russe est absolument indispensable et qui sans cela se voit dans une situation d'insécurité alimentaire assez forte. Donc voilà un petit peu ce à quoi je me suis attelée dans les années, ça c'est mes derniers travaux qui sont publiés en 2021-2022. Voilà. Alors, est-ce que voilà à peu près comment est-ce que je peux présenter ce que j'ai fait. Alors maintenant, je vais peut-être parler un petit peu de comment j'appréhende et j'aborde un petit peu ce dont je vais vous parler, qui est un peu important pour moi. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur les sciences sociales et leurs mérites général, mais un petit peu quand même, pour vous dire que mon point de vue à moi et ma position, c'est une position qui est vraiment enracinée dans la compréhension des évolutions historiques et aussi du poids des acteurs et des systèmes politiques, économiques. Donc tout ça, ça fait que, d'une part, je ne vais pas... c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je vous avais dit, Mme Manigan. Je ne vais pas juger ici politiquement. Alors, je ne suis pas du tout poutinienne, ni poutiniste, certainement pas. Mais mon propos, ça n'est pas ici de juger, en fait, de dénoncer politiquement. Mais on pourra en discuter après. Mais c'est plus essayer de comprendre. Alors, sans justifier, mais essayer de comprendre et d'essayer d'identifier les facteurs qui font qu'on est là où on est aujourd'hui. Et puis aussi, mon propos, c'est aussi d'essayer de comprendre des systèmes. Et du coup, les questions du type est-ce que Poutine est fou? Est-ce que Poutine est malade? Est-ce que Poutine est un psychopathe? Pour moi, ça ne permet pas vraiment de comprendre la situation. Et donc, je préfère m'intéresser à comment est-ce que le système politique a fait que, finalement, on a un dirigeant de ce type-là à la tête de la Russie. Donc, vous voyez une perspective qui est plus, peut-être un peu plus globale et qui aussi prend en considération l'histoire. Parce que quand on revient 30 ans en arrière, 30 ans, c'est pas long. Alors, je sais que pour un certain nombre de jeunes très jeunes ici, c'est très long. Mais finalement, à l'aune des évolutions historiques, 30 ans, moi je me souviens, début des années 90, je commençais ma carrière académique, j'étais en Russie et effectivement, on ne voyait pas du tout ça. À cette époque-là, rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, la Russie, c'était un pays qui allait vers l'Occident, qui s'intégrait au concert des nations, qui intégrait les grandes organisations internationales, le G8, le G20, l'OMC et tout un tas d'autres. Et effectivement, pour moi, il faut bien partir de ce point-là parce que la perspective, c'est d'essayer de comprendre, justement, quand on part de là, il n'était pas dit que la Russie devienne un pays, le pays qu'il est aujourd'hui, le système autoritaire qu'il est aujourd'hui, et le pays agresseur de l'Ukraine qu'il est aujourd'hui. Ça n'était pas inscrit, mais justement c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi et comment finalement on a évolué vers la situation dans laquelle on est. Et pour ça, il me semble que les sciences sociales sont un élément important. Voilà. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, les questions que je vais vous poser et que je vais vous proposer auxquelles je vais vous proposer de réfléchir aujourd'hui, c'est comment expliquer cette évolution. Encore une fois, quand on prend le début des années 90 et le fil historique jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Et peut-être aussi la question un petit peu plus, comment dire, un peu moins posée, c'est comment est-ce que ça tient en fait aussi encore. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y a 2 ans, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, beaucoup prédisaient l'effondrement de l'armée russe, rappelez-vous. On disait, voilà, face au déboire logistique, militaire, politique et à la très forte résistance de l'armée ukrainienne que la Russie n'attendait pas, ça c'est tout à fait vrai. On se disait, bon, bah, finalement, les Russes sont en train de s'enliser et finalement, il va y avoir une déroute de l'armée russe. Donc déroute militaire, on prédisait une déroute économique en disant regardez les sanctions, c'était même monsieur Le Maire qui avait dit, je ne sais plus exactement la formule qu'il avait utilisée, mais la Russie, enfin l'économie russe est à bout de force, voilà, face dans une situation dans laquelle la Russie est le pays au monde le plus sanctionné, alors peut-être à part la Corée du Nord, bien évidemment, mais nombre de pays sont sanctionnés dans le monde, font face à des sanctions en particulier occidentale, mais aussi internationale au sens large, mais sur des secteurs assez réduits de leur économie. Si c'est des sanctions pour la prolifération des armes nucléaires, ça, effectivement, c'est tout à fait très, très généralisé. Les sanctions sur les secteurs de l'armement, ça l'est aussi beaucoup, mais un pays dont l'économie est assise presque aux 2/3 sur l'exploitation de pétrole et de gaz et qui voit effectivement ces secteurs-là sanctionnés, en particulier surtout pour le pétrole, voilà, avec tout un tas d'autres sanctions, en particulier sanctions financières qui finalement déconnectent la Russie des circuits financiers internationaux à travers le fameux système SWIFT. Tout ça, c'est quand même quelque chose de très très majeur en fait. Et pour autant, l'économie résiste en fait, et au-delà des prévisions des organisations internationales qui prédisaient une chute de l'économie russe, on voit quand même qu'il y a une certaine résistance et qui est même fait effectivement la gloire et la fierté de Poutine entre autres. Et donc là aussi, comment expliquer cette résistance de l'économie russe ? Troisième aspect, la dimension de l'opposition politique. C'est-à-dire là aussi, on disait, face à la conscription, la conscription majeure dans la société civile, c'est-à-dire qu'en gros, tous les jeunes hommes étaient supposés pouvoir être recrutés pour le service militaire. Face à ça, on prédisait aussi une opposition, la levée du mécontentement populaire, etc., et l'instabilité plus forte de Poutine. Et on voit aujourd'hui que finalement, alors certes, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposition, ce n'est pas du tout le cas, mais finalement, ça n'est pas en mesure de remettre en question, enfin du moins en apparence, le pouvoir et la solidité du pouvoir. Donc tout ça, aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, on peut réfléchir. Est-ce que c'est aussi la question que je propose d'essayer de discuter ce soir. Et puis la quatrième question, alors celle-là, elle est beaucoup plus acrobatique, parce que c'est vrai que, effectivement, arriver à faire des pronostics, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. Je me suis essayée à plusieurs reprises, et parfois, effectivement, avec des erreurs d'appréciation. Mais peut-être qu'on peut essayer de réfléchir ensemble aux perspectives d'avenir et effectivement, disons, aux potentialités, aux scénarios possibles pour l'avenir de la Russie, peut-être à court terme et à moyen terme en tout cas. On peut essayer de réfléchir à tout ça. Donc voilà un petit peu ce que oui, j'ai déjà passé beaucoup de temps. Alors donc ce que je vous propose donc d'essayer, ce à quoi je vous propose d'essayer de réfléchir. Alors je parle beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de texte et j'ai surtout des cartes en fait, parce que je voudrais justement par aussi la géographie et la géographie historique essayer de revenir un peu à finalement à la construction du territoire tel qu'il est réellement, et puis aussi tel qu'il est envisagé politiquement par les acteurs, parce que vous savez que effectivement cette dimension de comment Poutine voit son territoire, elle est absolument centrale, et on peut se demander justement, pour reprendre le texte de mon titre, voilà, est-ce que
Poutine cherche à revenir vers un empire. Si c'est le cas, quel est-il, cet empire? Est-ce que c'est l'empire soviétique, comme on le dit souvent? Vous savez qu'on lui attribue cette fameuse phrase, alors je ne sais plus à quel sommet c'était, hein, que la chute de l'URSS est la plus grande catastrophe du XXe siècle. Est-ce que pour autant ça veut dire que c'est l'URSS, le territoire soviétique, qui est la perspective de Poutine ou pas? Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut essayer de réfléchir. Alors, donc c'est un petit peu sur ces, je vais utiliser la géographie, et puis je vais utiliser aussi peut-être une réflexion sur des étonnements, parce que je trouve que raisonner à partir d'étonnements, c'est assez intéressant, et des catégories aussi. Si on essaye de réfléchir à des catégories, on a longtemps dit que la Russie était un pays normal. Souvenez-vous, là aussi, c'était un peu la description de la Russie au moment, dans les années 2000, hein, où effectivement, bon, il y avait quelques aléas, mais finalement, globalement, il y avait des élections, globalement, il y avait une économie de marché, et finalement, certains disaient, bon, ben, la Russie est un pays normal. D'autres disaient, mais non, quand même pas, il ne faut pas exagérer, la Russie est un pays dual, avec toujours cette tentative, vous savez, cette fameuse dichotomie entre l'attrait vers l'Occident et l'attrait vers l'Orient, avec l'idée que de tout temps à jamais dans l'histoire de la Russie, il y a eu toujours cette lutte entre ceux qu'on a appelés les occidentalistes, qui voyaient la Russie tourner vers l'Occident, c'est en particulier le cas de Pierre Legrand, qui a construit la ville de Saint-Pétersbourg comme une ville européenne, en utilisant des architectures européennes, etc., italiens pour beaucoup, et en ayant cette ville tournée vers l'Europe, en fait. Il avait aussi interdit le port de la barbe, enfin tout un tas de mesures qui étaient destinées à enraciner la Russie vers l'Occident. A l'inverse, la vision de la Russie comme eurasiatique, ça aussi, ça a été une autre tendance visant à dire la Russie est un pays profondément asiatique, ou tourné vers l'Asie, ou en tout cas spécifique, et tout sauf européen. Et ça aussi, ça a été une tendance finalement très très marquée de la vision de la Russie, de ce que devait être la Russie et ce territoire et ce régime. Autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui la Russie est un pays fasciste? Alors ça, certains le mettent en évidence, ou une dictature, ou un pays autoritaire. Alors autoritaire sans doute, dictatorial pas loin également, mais pour autant, est-ce que fasciste, le terme de fasciste est utile? Je ne suis pas sûre vraiment que ça nous permette de comprendre quoi que ce soit, donc peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être pertinent. Et puis le dernier élément, c'est certains, et ça c'est beaucoup la position de la Russie, et la vision de Poutine, qui voit la Russie comme une victime de la progression de l'Occident à ses frontières, de l'Occident politique, c'est-à-dire en particulier l'Union européenne, et on va voir que c'est géographiquement une réalité, mais aussi de l'Occident plus largement porté par aussi les organisations militaires et particulièrement l'OTAN. Et ça fait vraiment l'objet d'un débat très très net. Effectivement, alors on peut se demander est-ce que la Russie est victime de cette progression ou pas, et que finalement, si on poursuit la rhétorique, on peut dire la Russie quelque part réagit, c'est pas elle qui est agresseuse, mais elle est agressée en fait par cette progression. Et ça, c'est aussi la rhétorique effectivement du pouvoir en place en Russie. Donc autant de questions qui aident, je trouve, à essayer de comprendre, enfin qui sont multiples et qui font voir la Russie sous une position différente. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels j'espère qu'on va arriver à trancher. Voilà, alors donc du coup, je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur ces propos liminaires, mais quelques questions additionnelles. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'organiser des élections présidentielles dans ce pays, effectivement, dans lequel tout est sous clé, les opposants politiques depuis longtemps incarcérés, emprisonnés, arrêtés,
exilés même, hein, c'est le cas le plus connu d'entre eux, Alexei Navalny, exilé dans le Grand Nord russe, et pour plusieurs dizaines d'années, et également tout un tas d'autres opposants politiques, certains assassinés. C'est le cas de Boris Nemtsov, dont vous vous souvenez sans doute, qui a été l'un des dirigeants politiques, disons mis au pouvoir par Boris Eltsine, donc déjà avec une certaine stature et une certaine légitimité, mais qui s'était exprimé contre l'annexion de la Crimée, et donc qui effectivement a été assassiné. Donc je mentionnais avec des étudiants la dernière fois, il y a donc à peu près juste après l'annexion de la Crimée. Voilà, quel est le lien entre la politique étrangère et l'économie? Comment aussi on peut être l'État le plus sanctionné du monde et en même temps l'un des exportateurs majeurs de matières premières agricoles dans le monde? Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, qui sont quand même des questions intéressantes et qu'il faut se poser. Alors voilà, donc du coup, peut-être que je vais parler mais rapidement, parce que je pense que ça, tout le monde le sait, la question de la guerre et de l'enlisement dans la guerre, dans la perspective contemporaine, pour dire que finalement, alors sans faire de prévision ni d'analyse militaire, hein, parce que je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais on voit quand même, malgré tout, qu'on arrive après, donc à quelques semaines du deuxième anniversaire du conflit, on arrive quand même dans un enlisement militaire, et on se demande quelle va être la perspective de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Deuxièmement, finalement, comment est-ce qu'on en est arrivé là, la Russie dans les relations internationales? Je voudrais revenir quand même sur cette perspective de 30 ans d'histoire de la Russie à ses frontières, pour montrer en fait ce glissement progressif d'une libéralisation, finalement éclatement de l'URSS, et progressivement d'un durcissement des frontières et de conquêtes territoriales qui ne datent pas que de 2014, mais il faut revenir en particulier à la fin des années 2010, donc avec la guerre de Géorgie en 2008, pour effectivement restituer une trajectoire quand même de conquête territoriale aux frontières de la Russie. Et puis, dans un dernier temps, je voudrais quand même parler des enjeux de cette guerre, en fait. Et on voit qu'ils sont multiples au niveau international, au niveau de la Russie elle-même, mais aussi pour l'Europe. Enfin, ça, j'apprends rien à personne dans cette perspective-là. Mais quand même, je trouve important de voir que finalement, cette guerre aux frontières européennes, et c'est l'argument aussi de Zelensky, elle a quand même un impact essentiel sur le devenir européen, l'Union européenne, même la cohésion européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez marquant. Voilà. Alors, voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'enlisement, je pense qu'on le voit, je ne vais pas détailler ligne par ligne, hein, mais on voit quand même que donc on est fin 2022 à ces frontières-là, après quelques mois, à peu près 6 mois de conflit et d'une attaque majeure et massive des troupes russes par l'Est et par le Nord, hein, par la Biélorussie qu'on voit pas et qui est à la frontière Nord, donc des attaques majeures, et aussi finalement un an plus tard, c'est-à-dire là j'ai pris cette carte il y a quelques jours, on voit finalement une stagnation du front avec l'échec ou les lenteurs de la contre-offensive ukrainienne, et ce qui nous inquiéter quand même de façon assez majeure sur ultérieurement, non seulement sur la question strictement militaire de la ligne de front qui bouge peu, avec des victimes très très importantes, c'est-à-dire évidemment personne ou très peu de données sont aujourd'hui connues et diffusées sur le nombre de victimes.
Alors selon New York Times, j'ai trouvé cette évaluation-là, il y aurait à peu près 120 000 morts russes pour 300 000 victimes et 70 000 Ukrainiens pour à peu près 200 000 victimes ukrainiennes. Donc vous voyez qu'on arrive presque à un demi-million de victimes de combat, avec presque 200 000 morts. C'est un conflit qui est vraiment extrêmement meurtrier. Les dernières informations sur effectivement les derniers combats, alors je crois que c'est surtout Bakhmout entre autres, font l'état d'une guerre de tranchées qui avance très peu, mais qui est extrêmement coûteuse en hommes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit peu de perspectives militaires aujourd'hui, avec une ligne de front qui stagne. Et la perspective, elle est aussi inquiétante du point de vue du futur. C'est-à-dire que, là, je n'apprends rien à personne non plus, mais les élections américaines vont être absolument un tournant majeur pour le soutien américain à l'effort de guerre ukrainien. On voit aussi qu'en Europe, il y a quelques hésitations dans les opinions publiques et de ce point de vue-là, ça fait craindre quand même un enlisement encore plus profond de cette guerre. Et puis, quelque part, peut-être des perspectives sur qu'est-ce qui peut se passer. Alors, excusez-moi, j'ai enlevé le son, mais j'ai pas. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer à terme? C'est-à-dire, est-ce que dans les conditions actuelles, est-ce qu'il peut y avoir des formes de négociation, de cessez-le-feu, d'échange de soldats? Alors, il y en a quelques-uns déjà. Mais au-delà de ça, comment sortir de ce conflit à ce stade-là, dans une perspective dans laquelle il n'y a pas finalement d'évolution majeure sur le front et qu'on voit une stagnation à ces frontières-là. Voilà, donc ça c'est la première perspective. Donc finalement, en termes politiques et militaires, cette guerre, on ne voit pas d'issue effectivement politique majeure, de sortie de crise à un horizon de court terme. Et du coup, peut-être non plus, pas vraiment ni de vainqueur ni de perdant, avec finalement un coût économique, humain absolument colossal, et finalement une catastrophe aussi internationale qui n'a pas pu être évité du tout, et dans laquelle finalement la Russie, j'ai l'impression, ne s'en sort pas si mal que ça. Alors je parlais de ça sur la question de la résilience économique, je vous en ai parlé. Alors je ne vais pas montrer des statistiques parce que bon, c'est pas vraiment l'objet ici, mais je vais peut-être m'appesantir sur la question de l'opinion publique. Une opinion publique avec quand même un soutien. Alors évidemment, ce sont des statistiques. Les statistiques ne sont pas très très crédibles en temps finalement dans un régime totalitaire, dans lequel finalement, rappelez-vous, le terme de guerre même ne peut pas être employé. Et ce sont ces fameuses opérations spéciales, opérations militaires spéciales, qui sont le terme employé officiel pour qualifier la guerre. Donc dans ces considérations-là, évidemment, on peut imaginer que cette espèce de graphique-là, qui a été publié par un office de statistique assez reconnu, montre un soutien. Alors la question, pour ceux qui ne parlent pas le russe et ne lisent pas le russe, quels sont les... comment vous présentez, comment vous considérez que le président Poutine travaille à son poste? Est-ce que vous pensez qu'il travaille plutôt bien ou plutôt mal? Et finalement, le vert, la courbe du vert, c'est plutôt bien, et la courbe du rouge, c'est plutôt mal. Donc on voit qu'il y a effectivement une courbe à 80%, ce qui fait assez sourire et qui est assez risible dans des pays démocratiques. Oui. Alors, je pense qu'il faudrait que je regarde, mais je pense que normalement c'est des échantillonnages qui sont plutôt homogènes.
enfin disons plutôt représentatif de la population russe, et effectivement ville et campagne, et en fonction des âges. Je regarderai l'échantillonnage, mais c'est un institut de statistique plutôt sérieux. Voilà, alors donc ça c'est le soutien à Poutine. Ensuite, ici, est-ce que vous prendriez part dans des actions de protestation s'il se passe dans les prochains mois ou les prochains 2 mois? Est-ce que vous participerez? Donc ça c'est le rouge. Et est-ce que vous ne participerez pas? C'est le marron. Donc, bon, là encore, évidemment, c'est quelque chose c'est avoir des statistiques dans des conditions pareilles, alors que tous ceux qui participent à des actions de protestation sont emprisonnés au pire, soit inquiétés, arrêtés, peuvent perdre leur travail, peuvent avoir toutes sortes de sanctions. Donc évidemment là aussi c'est assez peu crédible. Mais quand même, on voit quand même que s'exprime soit par la peur, l'intimidation, la répression, soit aussi par une certaine forme de soutien à Vladimir Poutine, quand même des formes de soutien à cette guerre, et qu'il faut alors pas évidemment évaluer 70%, mais qu'il ne faut pas non plus négliger totalement. La question, c'est à peu près quel pourcentage de la population soutient Vladimir Poutine d'une part, mais aussi la guerre. C'est quelque chose qui est pas, qu'il faut aussi prendre en considération. Je ne sais pas exactement combien on pourrait le dire, mais on peut dire par exemple que sans doute que la protestation s'élève à beaucoup plus, ou au moins plus de 16%, de 15%, on peut imaginer vers 20-30%, donc c'est-à-dire de gens qui pourraient se prononcer formellement contre la guerre, contre les positions de la Russie en Ukraine. Et puis une partie qui soutiendrait ces positions-là, et une partie intermédiaire qui pourrait ne pas se prononcer, serait plus mitigée. Donc je ne sais pas s'il y a un tiers, mais en tout état de cause, il y a ces 3 positions-là qui existent et qui font aussi, pour toutes ces raisons, que cette guerre fait aussi l'objet quelque part est reléguée au plus loin. Et donc moi, mes amis me disent Moscou tout va bien, c'est chouette, la guerre est loin finalement, les combats sont loin, tout est comme d'habitude, et puis voilà, tout va bien. Et finalement, on trouve de tout, rien ne manque, il n'y a pas de pénurie de quoi que ce soit, et voilà. Et finalement, c'est les positions qui étaient occupées par des entreprises étrangères, les grands marchés, des grandes enseignes, Starbucks, McDonald's, etc., ont été récupérées par des enseignes qui s'appellent pas McDonald's et Starbucks, mais qui bizarrement copient très largement le design, les produits et tout ça, et qui sont des enseignes russes. Et finalement, les choses ne sont pas forcément si dégradées que ça. Il faut ajouter à ça qu'il y a tout le soutien de l'économie de la guerre qui maintient l'activité de l'économie russe, et qui fait qu'il n'y a pas finalement une crise économique comme on pouvait le prévoir, comme certains l'ont prévu jusque-là. Donc voilà, et moi y compris, puisque effectivement, vous pouvez penser que finalement cette situation serait plus défavorable pour la Russie. Mais finalement, on voit qu'à l'horizon de 2 ans, cette situation n'est pas si catastrophique que ça. Donc voilà, pour revenir sur finalement cette situation contemporaine, on voit une guerre qui s'enlise, et une résilience quand même, et une relative solidité des positions russes à différents égards, qu'il faut remarquer en fait.
et que ce soit quelque chose de favorable ou pas, enfin plutôt défavorable, en tout cas ça peut inquiéter sur les perspectives ultérieures et en tout cas c'est important à prendre en considération. Alors du coup, quand on voit ça, on se dit mais pourquoi finalement, peut-être, et là on revient sur ce passé de la Russie depuis la chute de l'URSS, comment ça s'est déroulé comme ça, pourquoi ça s'est déroulé comme ça, et finalement, est-ce qu'il y avait des prémices finalement dans cette histoire de la Russie depuis les années 90 qui pouvaient nous faire penser finalement et nous faire anticiper cette guerre. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, il y a un nombre d'experts et de diplomates qui finalement ont pas vu venir, enfin c'est la majorité, hein, effectivement, et qui n'ont pas vu venir cette guerre. Alors est-ce qu'on pouvait l'anticiper ? Là, on a l'extrait du discours de la déclaration de guerre de Poutine. Alors, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais je peux vous renvoyer à l'historien Nicolas Werth qui essaye d'analyser un peu le discours et la vision de l'histoire qui est produite par Poutine. Hein. Et effectivement, elle est quand même assez particulière. Elle conduit à dire que l'Ukraine est un pays nazi, militarisé, et qu'il faut dénazifier l'Ukraine et démilitariser l'Ukraine. Rappelez-vous, ça c'était les buts de guerre premiers lors de la déclaration, il n'y a pas eu de déclaration de guerre d'ailleurs, lors de l'agression de l'Ukraine par la Russie, les buts premiers finalement de cette agression. C'est un petit peu délirant, d'autant plus que, quand même, quand on regarde, on sait bien que la Russie et l'Ukraine ont un passé commun, historique, de pays frontaliers, avec énormément d'échanges entre l'Ukraine et la Russie. Toutes les familles russes, quasiment, ont un oncle, un cousin, un grand-père ukrainien. Et effectivement, cette proximité, finalement, elle a transformé deux peuples. Alors, est-ce qu'ils étaient frères? Enfin, en tout cas, ils étaient voisins. En peuple ennemi, et effectivement ça c'est quelque chose quand même qu'il faut remarquer, avec finalement un historique avec la fin de la guerre qui quand même tire effectivement cette... je vais passer sur les dates parce que c'est pas très important. L'argument que je voudrais mettre en évidence, c'est l'argument de Poutine dit finalement l'Ukraine c'est en gros... un pays qu'il faut dénazifier, et puis c'est un pays dans lequel c'est le berceau de la Russie, et finalement c'est une propriété ou une terre d'influence de la Russie, naturelle, et ça dénie à l'Ukraine toute souveraineté, toute existence finalement en tant que pays souverain. Peut-être que cette réalité finalement, elle appartient à une histoire qui voit un partage de l'Ukraine en deux, avec on a vu hein, ces cartes avec une population russe russophone et finalement proche de la Russie dans l'Est, avec une économie axée sur le charbon, extrêmement tournée vers la Russie, et puis une Ukraine occidentale beaucoup plus on va dire, tourner vers l'Ouest, vers des projets d'avenir, d'intégration à l'Union européenne, d'intégration dans l'ensemble européen. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on peut voir quand on voit en 2004 les votes en faveur d'un candidat pro-russe qui est le fameux Viktor Yanukovych, alors que le candidat disons, on va dire, pour simplifier, hein, un candidat plutôt donc les positions étaient plus proches de l'Europe, donc du côté plutôt du côté occidental du pays. Mais ça, c'est faire peu de cas de l'évolution de l'Ukraine, un pays divisé, oui, mais finalement qui s'éloigne progressivement du giron russe avec une forme d'évolution profonde de la population, d'évolution du sentiment de la population, de construction aussi d'une nation plus unie et d'une nation ukrainienne réelle,
ce qui n'a pas du tout été vu par les positions de la Russie et par la Russie en tant que telle, effectivement. Donc voilà, ça c'est aussi cet argument de Poutine sur l'Ukraine comme finalement, hinterland ou, de la Russie, et fait peu de cas de la construction de la nation ukrainienne et finalement de l'autonomisation de ce pays depuis ses frontières et depuis la sortie de l'URSS. Alors du coup, cet éloignement, donc malgré tout, comme vous le savez, il a produit malgré tout quand même, il s'est fait en dépit des agressions plurielles de la Russie à l'égard de l'Ukraine, avec, donc, comme vous le savez, effectivement, dès 2014, cette annexion de la Crimée, et puis aussi les deux territoires des républiques autonomistes de l'Est, qui sont la République de Lugansk et la République de Donetsk, qui ont décrété leur indépendance et leur volonté de rattachement à la Russie à partir donc de l'annexion de la Crimée à partir de 2014. Ces territoires-là, ce n'est pas les seuls finalement à avoir vécu des tentatives de sécession. Il faut rappeler l'exemple préliminaire de la Géorgie qui, dès 2008, finalement, se voit amputée de son territoire par l'agression de l'armée russe. Et le territoire de la Géorgie, donc pays du Caucase, donc une autre aire géographique qui est aux frontières de la Russie, elle aussi se voit amputée d'une partie de son territoire. Et ça, c'est en 2008 où, vous voyez, ce petit territoire en gris qui s'appelle l'Ossétie du Sud, qui est un territoire géorgien, est envahi à la suite d'incidents qui ne sont pas très clairs à la frontière de la Géorgie. Mais ce territoire est envahi en 2008 par l'armée russe qui rattache du coup ce territoire de l'Ossétie du Sud à une autre partie république qui effectivement est de l'autre côté de la frontière russe au nord et qui est l'Ossétie du Nord. Et donc de ce point de vue, effectivement, cette guerre et ce rattachement territorial est aussi un précédent, effectivement, qui a été assez peu souligné dans l'histoire de la Russie post-soviétique, mais qui aussi constitue une prémisse quand même de ces rattachements et de ces annexions territoriales. On a aussi le cas de l'Abkhazie, qui est dans l'ouest de la Géorgie et qui est aussi un territoire qui fait l'objet de revendications de la part de la Russie, ou tout au moins de tentatives sécessionnistes d'éloignement face au territoire géorgien. Donc on voit, alors, et après l'Arménie, c'est un autre débat, mais on voit quand même à travers cet autre exemple une série de conflits territoriaux qu'on a appelés pendant un temps des conflits gelés, mais dont on voit bien que, en fait, ils peuvent se ranimer et devenir de véritables guerres. Et ça, c'est bien avant, finalement, bien avant, disons quelques années déjà avant l'annexion de la Crimée. Autre cas de figure, la question de la Transnistrie, qui, là aussi, est une... donc là, c'est une carte donc, de cette république, alors république sécessionniste, qui est dans l'est de la Moldavie, et qui revendique finalement une sécession par rapport à la République de la Moldavie. Et donc le rattachement revendique, disons, au moins alors sinon un rattachement, du moins une sécession par rapport à cette République moldave, et plutôt une proximité avec Moscou et avec la Russie. Et donc autre conflit gelé aux frontières de l'Europe que cette République de Transnistrie. Donc tout ça pour montrer finalement que cette fragilité des frontières de l'ex-URSS
elle vient disons qu'elle est très spécifique de la Russie, et que finalement elle donne, sur l'appui de ces tentations séparatistes, finalement elle donne à Moscou une occasion de récupérer des territoires et de s'appuyer sur ces séparatismes pour mettre en question les frontières qui sont héritées de l'ex-URSS. Donc avec plus ou moins finalement des conquêtes territoriales, et on voit qu'avec la Géorgie finalement et l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine, ces conflits peuvent devenir dans certaines conditions peuvent devenir de véritables guerres. Donc cette fragilité, des frontières, elle s'appuie aussi sur cette volonté et cette tentative de la Russie de récupérer de l'influence à ses frontières. Et peut-être qu'on va en venir... alors, est-ce que c'est là ou je ne sais plus exactement? Oui. Elle est finalement appuyée sur la volonté... Alors, où est-ce que c'est deux? Voilà, c'est ça. Finalement, du point de vue de la Russie, de restaurer cette fameuse zone tampon avec l'Occident, qui, effectivement, est... pour Moscou, la réponse au rapprochement des frontières, à ces frontières de l'Union européenne d'une part, et puis surtout de l'OTAN d'autre part. Donc voilà un petit peu dire des mots sur les conséquences de ces conflits, mais finalement, alors est-ce que c'est une perspective appuyée sur la restauration de l'URSS? Moi, je ne le crois pas. C'est plus l'évolution d'un conflit avec une forte tension, la croissance de la tension avec les pays occidentaux, et l'évolution d'une Russie qui s'éloigne de cet ancrage occidental, et plutôt pour vraiment pour véritablement assumer un point de vue plus nationaliste, d'une économie elle aussi qui se désoccidentalise, qui tourne le dos à l'Occident pour aller vers l'Asie, pour se russifier. Et finalement, la guerre est quelque part l'issue de cette confrontation qui ne peut pas s'exprimer autrement compte tenu du blocage de la sphère politique et du régime politique. Alors, quelques éléments sur les conséquences. Alors, où est-ce que c'est? Oui, c'est là. Quelques éléments sur les conséquences. Les conséquences, et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Les conséquences à court terme, donc on a vu le contexte des sanctions, bon, je ne vais pas revenir dessus. Donc finalement, on a une Russie qui, de par ce virage et ce choix du nationalisme dans un contexte de blocage politique, aboutit à une perception extrêmement finalement anti-occidentale à tous les niveaux, donc au niveau, dans les sanctions internationales et dans les sanctions économiques. On voit dans la circulation, les transports, avec aussi les sanctions en termes de fermeture de l'espace aérien. Donc il y a tout un tas de sanctions qui sont adoptées. Et à long terme, donc cette opposition avec l'Occident, finalement, elle se traduit à quelles conséquences? Déjà que la guerre est utilisée comme une arme d'opposition d'opposition à l'Occident, aussi de façon, on va dire, presque idéologique. C'est-à-dire que pour Poutine, effectivement, l'Europe est plutôt faible, c'est-à-dire que dans les sociétés européennes, on a beaucoup moins cette défense de la nation, ce sentiment patriotique. Et pour lui, c'est aussi finalement
disons, une faiblesse européenne dont il se sert, et pour lequel, effectivement, on voit une Europe qui est plutôt finalement faible et qui serait incapable, selon lui, de mener une guerre traditionnelle. Et finalement, cette opposition, elle utilise aussi ce moyen-là et ce ressort-là, et elle fait re-rentrer la guerre comme un espace, finalement, et une possibilité, un horizon des possibles, dans notre vie contemporaine, qu'on pensait éloignée des guerres traditionnelles, quelque part. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à noter. Pour l'Union européenne, alors il y a tout un tas de conséquences qui sont très très vastes et multiples, mais quand même, pour l'Union européenne, on voit quand même que cet horizon de la guerre en Europe, il nous a rapprochés des États-Unis. Politiquement, militairement, il a réancré quand même le rôle de l'OTAN dans l'Union européenne et dans l'Europe, avec son renforcement, avec les perspectives d'adhésion de la Finlande et de la Suède. Pour l'Union européenne, il a aussi relancé le débat sur une défense européenne, avec finalement le renforcement de la cohésion, une certaine cohésion européenne à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, même si cette cohésion, elle a aussi ses fragilités. On pense aux positions exprimées, par exemple, par Viktor Orban, parfois par la Pologne, pas sur tous les sujets, mais sur certains d'entre eux. Mais malgré tout, elle a conduit quand même à une plus grande cohésion européenne et une plus grande aussi un plus grand sentiment de la nécessité de la progression de l'Europe aux frontières de la Russie. Et puis, il y a tout un tas d'autres, bien sûr, conséquences, mais pour la Russie, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que finalement, c'est véritablement, quelque part, la fin de l'URSS, on va dire, parce que par l'échec du rattachement de l'Ukraine, là, paradoxalement, ça signe aussi l'échec du projet poutinien de rattacher, d'ancrer l'Ukraine plus vers la Russie. Ça, c'est tout à fait net. Donc du coup, on peut dire que finalement, c'est un pays qui s'est qui s'est éloigné considérablement de l'avenir ou des perspectives européennes, ou vers d'intégration, de modernisation à l'occidental en tant que tel. Ça réancre aussi un petit peu plus le pays dans une économie de rente qui est encore renforcée par les sanctions technologiques contre tout un tas de matériel et de transfert de technologie vers la Russie. Et puis ça soumet aussi davantage la Russie à l'influence de la Chine, qui de ce point de vue-là aussi, on pourra en reparler dans la discussion, mais qui effectivement est un allié, mais un allié qui est aussi un allié qui peut être un petit peu imposant et dans une relation qui est très asymétrique pour la Russie, qui est très dominée économiquement, technologiquement, en termes de démographie, en termes de puissance politique, en tous les termes quasiment. Cette alliance-là n'est pas véritablement un cadeau pour la Russie et pour les Russes. Et donc perspective également de voir quand même un déclin, alors même s'il n'est pas dans le court terme, à long terme finalement, ces perspectives économiques sont assez peu florissantes pour la Russie malgré tout, avec une marginalisation. Alors cette marginalisation, au niveau international global, oui certes, mais il faut quand même aussi rappeler, alors ça je vais terminer par là, rappeler quand même le nombre de pays qui ont souligné, qui ont participé, disons qui se sont abstenus ou qui ont voté contre le projet la proposition de résolution de l'ONU contre l'agression en Ukraine au mois de mars 2022, donc quelques jours après l'agression. Et on voit quand même, alors même si ces alliances-là sont extrêmement sujettes à caution, il y a très peu de contre, mais beaucoup d'abstention, ceux qui étaient partis aux toilettes pendant le vote, voilà, qui avaient autre chose à faire.
mais malgré tout, ça dessine aussi une carte, quand même, finalement, d'un monde dans lequel la Russie n'est pas, comment dire, est un pays finalement quelque part qui donne finalement qui est l'avant-poste de la contestation contre le monde occidental et finalement il faut pas comment dire oublier cette partie-là, c'est-à-dire que l'agression contre l'Ukraine, elle ne fait pas l'objet d'une condamnation uniforme et internationale. Elle le fait dans les pays, une grande partie des pays occidentaux, mais il y a une partie aussi du monde des pays du Sud qui voit la Russie comme le porte-parole de l'opposition contre la domination occidentale. Et ça aussi, c'est quelque chose qui... alors, vrai ou faux, c'est quelque chose qui est à débattre, mais néanmoins, ce discours-là, il existe aussi dans le reste du monde. Et de ce point de vue-là, effectivement, cette partie du monde-là, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je crois que j'ai dit... oui, mais c'est ça, j'ai parlé pendant 1 heure. J'espère que je ne vous ai pas trop... Enfin, j'ai pas dit des choses qui étaient trop bon, voilà, vous allez me poser des questions et puis comme ça on verra. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter que j'avais notées? Bon, on pourra en parler finalement dans la discussion. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant vous avez la parole. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à donner votre point de vue, éventuellement des informations si vous en avez, parce que je ne sais pas. Oui, tout à fait. Ça peut se produire. Et donc voilà, je n'ai pas de micro à vous amener pour parler, donc essayez de parler le plus haut et le plus fort possible, que tout un chacun puisse entendre vos questions. Les réponses, ça va bien dans ce sens-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je vous en prie. Il va y avoir des élections bientôt aussi, non? Oui, essayez de parler haut, s'il vous plaît. Par rapport à ces élections, quelle crédibilité peut-on apporter à nos résultats qu'on donnera parce que par rapport à l'enlisement justement des opérations militaires, etc., je pense qu'il pourrait y avoir effectivement une influence forte sur le résultat des élections. Mais ces élections où il n'y a pas d'opposition, on va avoir des résultats à 80% pour M. Poutine, résultats de bananière. Donc, moi je vais avoir un point de vue là-dessus. Oui, effectivement, ces élections, qui plus est en temps de guerre, parce qu'en fait là se rajoute, il y a 2 facteurs qui s'ajoutent, c'est-à-dire d'une part, comme vous l'avez expliqué, le contrôle des élections avec l'éviction des candidats alternatifs, des opposants avec Navalny, mais il n'y a pas que lui, effectivement, donc ça c'est finalement la situation traditionnelle et habituelle à laquelle on est plutôt habitué, et puis en plus il y a cette situation de guerre. Donc il y a effectivement peu d'enjeux. L'enjeu que vous pouvez sembler mentionner, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir la manifestation d'une opposition à la guerre? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire à la limite plutôt une situation de soutien dans une situation effectivement de conflit qui pourrait justement tendre à soutenir le dirigeant en place pour la conduite des opérations militaires. Moi, je vois plutôt ça comme ça, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, je ne crois pas que l'enjeu, de toute façon, n'est pas véritablement de savoir si Poutine perd de la popularité, parce que ça, je ne pense pas que ce soit possible de le voir. Peut-être qu'on pourra peut-être le voir par le biais de la participation. Alors ça, je pense que le chiffre qu'il va falloir suivre, c'est celui-là. C'est-à-dire voir si véritablement les gens se déplacent quand même pour aller voter ou pas. Effectivement suivre les petits indicateurs, parce que les campagnes d'élection, les
présidentielle se passe aussi avec tout un tas de gens qu'on amène en bus, voter, poser leur bulletin dans l'urne et dont on vérifie bien qu'ils se sont bien déplacés, qu'ils sont allés. Donc peut-être dans certains endroits, il faudra suivre ça de façon très fine pour voir si ça peut exprimer une défiance, une volonté de la fin des opérations militaires. Il y a quelques opinions bien sûr qui s'expriment en ce sens. Maintenant, peut-être qu'elles s'exprimeront par ce biais de la participation. Enfin, en tout cas, c'est ce que je peux imaginer. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Quand même, la jeunesse, les jeunes Russes, ils appellent Poutine le pépé dans le bunker. Oui. Donc, c'est quand même l'avenir. Ah ben oui, c'est l'avenir. Les lieux qui sont OK pour Poutine par raison. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, Poutine, c'était celui qui, torse nu dans la neige, montait à cheval, etc. Oui. Et maintenant, avec les problèmes qu'il y a eu de la Covid et lui viennent de sa table, oui. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, les jeunes. Oui, bien sûr, mais effectivement, alors vous avez raison, c'est-à-dire que la population qui soutient, alors parmi celles qui soutient, statistiquement, c'est pas les grandes villes, ce sont plutôt les régions, c'est plutôt des personnes âgées, c'est plutôt des fonctionnaires aussi qui doivent tout leur salaire, leur position effectivement à l'État. Donc oui, ça c'est tout à fait vrai. Et quand on a vu dans les élections, parce que c'est plutôt dans les élections municipales qu'il y a eu quelques succès de l'opposition, on a vu effectivement que c'était dans les grandes villes, que c'était les catégories qui étaient les plus jeunes. Et aujourd'hui, la question c'est, est-ce que ces jeunes-là, en fait, cette participation, il faudra la voir effectivement en fonction des âges et voir si ces jeunes-là se sont déplacés. Parce que effectivement, si se sont déplacés, pour qui ils ont voté, effectivement, il y a pratiquement plus de parti d'opposition. Il a existé un parti d'opposition jusqu'au début des années, au tout début des années 2010, c'est-à-dire que le tournant véritablement dans l'autoritarisme, ça date des grandes manifestations, alors à Moscou, en 2011-2012, où effectivement les partis d'opposition protestaient contre la falsification, le contrôle des élections, l'impossibilité pour les partis d'opposition d'accéder disons à la course électorale, parce qu'avec une très très forte inégalité financière mais aussi médiatique et un contrôle médiatique par les partis au pouvoir. Donc effectivement ces manifestations-là, elles ont précipité le pays progressivement dans le contrôle de plus en plus extrême et radical de la sphère politique. Donc aujourd'hui, avec l'emprisonnement de Navalny, avec le cadrage, l'encadrement de la sphère médiatique, des partis d'opposition, donc Navalny et tout un tas d'autres, il n'y a plus de réelle opposition. Donc pour qui les jeunes pourraient-ils voter ? La question c'est effectivement maintenant plutôt est-ce qu'ils ne participent pas et je crois qu'effectivement, en tout cas les jeunes, ce sont ces catégories-là qui sont parmi les plus opposées au pouvoir, c'est certain. Mais aujourd'hui, le peu qu'on puisse dire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont très peu de capacité de s'exprimer. Oui, à propos des jeunes, est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes, ou jeunes d'ailleurs, qui ont fui la Russie pour éviter la conscription? Oui. Parce que vraisemblablement ce sont des urbains, oui. Voilà, et c'était potentiellement des gens qui auraient pu voter oui. Autrement. Oui. Donc là, est-ce que déjà il n'y a pas eu une déperdition d'une opposition possible? Oui. Voilà. Alors oui, effectivement, parmi ces catégories-là, des jeunes, des urbains, des gens qualifiés.
tous les secteurs de la tech, effectivement, enfin en grande partie, il y a eu pas mal d'émigration vers les pays du Caucase, en particulier vers la Géorgie, vers l'Asie centrale aussi. Hein. Moi, j'étais l'année dernière en Ouzbékistan, au Kazakhstan, et on entend parler russe partout. Mais le problème, c'est que effectivement, dans un premier temps, on a vu ces photos des postes frontières submergés par les flux de ces jeunes hommes partant. Le problème est que, effectivement, après, ils ont pu s'installer, mais avec des conditions un petit peu plus complexes au Kazakhstan, où le Kazakhstan a par exemple les a obligés leur a donné des possibilités de rester pendant 3 mois, et ensuite ils devaient renouveler leur titre de séjour ou leur séjour en sortant du territoire pour revenir. En Géorgie aussi, il y a eu certaines limitations. Il y en a même qui se sont fait enlever en Géorgie par effectivement alors, est-ce que c'est le FSB qui a enlevé des opposants qui avaient manifesté, ou disons qui s'étaient exprimés contre la Russie sur le territoire géorgien. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. D'autres sont retournés en Russie, pas mal, parce qu'ils avaient peu de possibilités finalement de rester effectivement, pour partir, il faut avoir des ressources financières. Il faut avoir des appuis, des assises, il faut avoir une situation. Au bout d'un certain temps, ça devient compliqué. Une autre solution qui a été utilisée pour éviter la conscription, ça a été l'inscription en thèse. Et donc les universités ont pu affluer de nombreuses inscriptions en thèse par des jeunes hommes qui souhaitaient éviter la conscription. Alors la question, c'est pour combien de temps et combien de temps ça va durer? Là aussi, c'est une grande question, parce que les règles de la conscription, elles aussi évoluent, et il y a la possibilité finalement de voir l'ouverture d'une nouvelle campagne de conscription. Mais en tout cas, effectivement, c'est plusieurs options qui ont été effectivement utilisées. Alors, combien sont-ils? Je crois que c'est assez difficile entre ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus. C'est vrai qu'on parlait de plusieurs dizaines de milliers de jeunes Russes partis, effectivement, et qui ont quitté le pays. Oui. Donc voilà. Je ne sais pas exactement vraiment les consulats sur place publient quelques données, mais pas vraiment très très actualisées. Et, il faudrait voir aujourd'hui combien il en reste, ceux qui ne sont pas revenus. Par hypothèse, supposons qu'il y en ait 100 000 qui aient fui. Oui. Qu'est-ce que ça représente dans le corps électoral? Dans le corps électoral, vraiment Parce qu'on connaît, je suppose, le corps électoral. Oui. Ce sont tous potentiellement. Alors, est-ce qu'ils sont inscrits sur les listes électorales? C'est autre chose. Mais potentiellement, ils font tous partie du corps électoral. Oui, il y a combien de personnes susceptibles de voter? Oui, vous voulez dire par rapport à la structure de... S'ils représentent 3% du corps électoral, alors là, qu'ils soient partis ou qu'ils soient revenus, ça change rien. Il faudrait regarder les derniers chiffres. Là comme ça, j'ai du mal à vous dire. Je regarderai. Ça, parce que statistiquement, c'est une question intéressante. Combien sont partis et combien... Je ne crois pas que ça fasse véritablement un gros écart en termes électoraux. Ce qui est plus important, c'est peut-être les compétences et le capital qu'il constitue pour le pays, pour l'avenir du pays, ça oui. Moi, je voulais revenir sur l'abstention du vote, la CPI qui s'abstiennent. Alors, vous voulez dire ceux-là, là? Oui. Les 35, là, je me demandais, est-ce que c'est parce qu'ils ont des intérêts communs aujourd'hui dans une lutte contre l'Occident? Oui. Ou est-ce qu'on peut penser que la Russie a relativement aussi une politique active internationale pour développer son influence? Ah oui, c'est tout à fait une politique active, effectivement. Alors, ça dépend pas tous, mais... vous avez une grande partie d'entre eux qui, par exemple, bénéficient de cette fameuse diplomatie du blé. Lors du dernier sommet, alors je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était le sommet Russie-Afrique, Poutine a promis des livraisons de blé aux pays, à tout un tas de pays africains,
président sénégalais s'est déplacé à Moscou pour garantir une livraison de céréales. Donc il y a cette dimension-là très forte. Il y a des pays qui contournent les sanctions européennes, c'est par exemple le cas de l'Inde. L'exportation du pétrole est soumise pour l'achat des pays européens à un seuil de $60 pour justement éviter, le but des pays européens, c'est d'éviter que les exportations de pétrole, qui bien sûr en temps de crise, pas forcément nécessairement, mais actuellement peuvent monter finalement, pour éviter que cette hausse des prix énergétiques contribue à abonder les caisses de l'État et puisse financer l'économie de guerre. Donc l'objectif de l'Union européenne, c'était d'arrêter cette alimentation très très favorable des budgets russes par la montée des prix de l'énergie. Donc du coup, l'imposition d'un seuil de $60 était destinée à éviter ça, mais on voit que l'Inde en particulier a très largement finalement contourné constitue les transactions entre la Russie qui s'est mise à vendre beaucoup plus son pétrole à l'Inde constituent un contournement de ces sanctions. Donc oui, bien sûr qu'il y a ça, c'est-à-dire que certains pays du Sud profitent, ou disons bénéficient d'une diplomatie active de la Russie qui cherche à faire qui cherche à gagner en influence auprès de ces pays en, finalement, fournissant des ressources, en mettant en place des partenariats économiques, commerciaux, qui sont à des conditions avantageuses. Oui, mais savoir si pour le vote des Russes c'est obligatoire, et sinon il y a des sanctions s'ils n'avaient pas voté. Alors, non, je ne crois pas qu'il soit obligatoire. Il faudrait que je regarde la législation électorale, ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais je ne crois pas qu'il soit obligatoire. Il faudrait que je revérifie ça, non, je ne pense pas. En tout cas, lors des dernières élections présidentielles, en revanche, les fonctionnaires sont très largement invités à voter, à participer aux élections effectivement à soutenir le bon candidat, on va dire. Oui. Ah. Oui, il y avait le jeune homme. Oui. Poutine, il a reconnu sur la guerre, puisqu'il a mené une guerre en Tchétchénie, oui. Il est encore même pas président de Russie, je crois, parce que vous avez mentionné plusieurs guerres. Est-ce que justement cette guerre, vous avez dit que c'était faite avec pour objectif de revenir au fondement du RSS, du grand empire, est-ce qu'elle n'est pas là aussi pour, justement, est-ce qu'il n'a pas voulu renforcer ce pouvoir par la guerre? Et une deuxième question aussi, c'est est-ce que finalement Vladimir Poutine, pourquoi il a tellement mis en place une verticale du pouvoir tellement importante, pourquoi est-ce qu'il a besoin on a vu avec Prigojine, vous avez parlé de Borisov, on parle avec Zelensky, il a tellement une garde rapprochée d'une entourage tellement fidèle, pourquoi est-ce qu'il a si peur finalement, en éliminant ses ennemis? Est-ce qu'il a peur vraiment? Prigojine, on dit, alors je ne sais pas trop, c'est-à-dire que personne n'est capable de le dire, personne ne peut vraiment être si proche du pouvoir aujourd'hui, en tout cas le révéler médiatiquement, mais en tout cas on dit que beaucoup c'est moins de la peur que de l'humiliation, et qu'il est très sensible à l'humiliation, que c'est l'une des raisons pour lesquelles il aurait fait en particulier incarcérer l'un des premiers oligarques qui s'était élevé contre lui, qui est l'oligarque Khodorkovsky, qui a été passé 10 ans de sa vie en Sibérie entre 2003 et 2013. Donc c'est pas de la rigolade en fait, c'est quand même, c'est pas rien. Donc ça c'est parce que Khodorkovsky l'aurait humilié publiquement en dénonçant la corruption dont il était à l'origine, et donc ça, c'est une interprétation, il y en a d'autres, il y a d'autres raisons qui lient ça aux positions pétrolières et aux tentations, aux tentations du groupe d'inviter des compagnies pétrolières étrangères et surtout américaines. Donc voilà, c'est l'une des interprétations. Et Prigojine, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire quand même la marche contre Moscou,
c'était pas rien en fait, hein. C'est-à-dire quand Prigojine effectivement a rassemblé ses soldats et a lancé la marche de sa colonne de Wagner contre Moscou pour protester contre l'incurie de l'armée, la corruption dans l'armée, etc. On a le lendemain de cette grande finalement embardée et marche contre Moscou, enfin, les analystes ont montré que finalement le pouvoir était beaucoup plus faible que ce qui paraissait. Et je crois que ça, on peut expliquer ça comme étant une humiliation quand même pour Poutine, alors même que Prigojine était un des plus proches finalement, des proches, et extrêmement proches dans le cercle du pouvoir, c'est-à-dire que finalement, Poutine l'a défendu contre les autres, finalement, en particulier le ministère, enfin le chef de l'armée, l'ancien ministre des situations d'urgence, là j'oublie son nom, Chaïgou, l'a protégé contre Chaïgou et contre finalement les attaques des généraux, Gerasimov, etc. Mais là, c'était trop en fait. Et donc, cette dimension peut-être de lutte de pouvoir, elle a trop affaibli le pouvoir. Et puis, ça c'est peut-être une dimension institutionnelle et peut-être une dimension plus personnelle, c'est celle de l'humiliation. Et effectivement, ça peut être un argument en tout cas. Et pour la question de la guerre, oui, enfin, je pense que de fait, Poutine vous avez raison, a assis son autorité, sa légitimité sur la guerre en Tchétchénie. Et il a restauré l'autorité de l'État et du pouvoir politique. Et finalement, c'est une stratégie qui a fonctionné aussi en 2014. C'est-à-dire qu'en 2014, la population a soutenu majoritairement l'annexion de la Crimée. Et effectivement, aujourd'hui, on reste dans cette même stratégie en fait d'une guerre nationaliste qui arrive, disons, qui vise à obtenir un soutien de la population, puisque l'ennemi est toujours présenté effectivement comme étant l'agresseur et la Russie étant présentée comme étant la victime de l'Occident. Donc ça, c'est une rhétorique qui est très très puissante et qui convainc même beaucoup de populations dans le pays. Et ça, c'est quand même très étonnant. Effectivement, on peut discuter. Enfin, moi, ça m'arrive de discuter. C'est des choses qui deviennent très conflictuelles assez vite et qui sont très compliquées parce que quand je discute avec certains de mes amis russes, les informations de part et d'autre, c'est à des années-lumière. Et il est impossible d'arriver à établir quoi que ce soit, si vous voulez, qui constitue un socle commun. Et donc, du coup, la discussion est quasiment impossible. Sauf ceux qui ont accès à des médias étrangers, etc. Donc ça, il faut bien se rendre compte aussi de ça, que la construction du discours sur la guerre, elle est quand même très russe, et que, effectivement, en Russie, et que le discours est vraiment extrêmement, complètement, radicalement opposé. Donc pour nous, ça peut nous étonner, mais vraiment, néanmoins, il faut garder ça en tête. Oui, je voudrais revenir. C'est bien. Moi, j'ai déjà parlé. Je voulais vous demander si éventuellement Poutine n'aurait pas, d'une certaine manière, récupéré la nostalgie de l'URSS. Enfin, quand on voit qu'au niveau de certains sondages, Staline reste encore extrêmement populaire dans la population russe, que pour justifier l'agression envers l'Ukraine, il y a pas mal de références aussi à la Grande Guerre patriotique. Oui, tout à fait, oui. Donc je me demande si effectivement il ne joue pas sur cet aspect de son rôle politique, qui est un peu de retrouver la grandeur qu'avait l'URSS autant que sa splendeur. Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment l'URSS, mais il y a effectivement cette référence ici, dénazifier l'Ukraine. C'est effectivement une référence à la Grande Guerre patriotique qui est effectivement, pendant laquelle, disons, il y a eu des positions qui ont été pro-allemandes car anti-soviétiques
en Ukraine, et c'est à ça que cette dimension de dénazifier l'Ukraine fait référence, et les fameux banderovtsi, finalement les soutiens de Stéphane Bandera, ça fait référence aussi à cette dimension d'opposition par rapport à l'URSS en fait. Alors nostalgie de l'URSS, oui, sans doute. Malgré tout, on peut se demander comment ça fonctionne toujours, dans la mesure où quand même, plus ça va, plus l'URSS s'éloigne, et donc il y a une construction de la mémoire de l'URSS qui est aussi alimentée par le pouvoir, et sur laquelle Poutine est extrêmement présent, c'est-à-dire qu'il y a eu une réforme des manuels scolaires, le pouvoir vise très précisément à encadrer la production de l'histoire, l'enseignement de l'histoire à l'école, et c'est vraisemblablement pour cette raison-là. Donc il y a vraiment tout un travail sur la mémoire qui est effectué par le pouvoir russe pour construire ce discours et construire effectivement cette nostalgie, ou au moins ce qui peut s'apparenter pour une certaine partie de la population à la nostalgie de l'URSS, mais c'est une nostalgie qui n'est pas la vraie URSS, qui est celle qui est construite par le pouvoir actuel et qui fait référence à cette image-là et à cette histoire-là. Oui. Tu nous as présenté beaucoup de talent, la personnalité de Vladimir. Oui. Tout le monde va être d'accord pour dire qu'on ne peut pas le confondre avec un démocrate, européen. Non. Je voudrais te parler de questionner sur un ami à lui proche, un proche actuel, oui. Ou un allié objectif actuel. Je veux parler du Turc. Oui. Erdogan. Oui, oui. Moi j'ai plein de relations sur celui-là. Oui. Parce qu'il joue au numéro d'équilibriste. Oui, oui. Il fait ami avec les Russes. Oui, il vend des armes aux Ukrainiens. Aux Ukrainiens, oui. Il a historiquement des relations avec les Américains. Il a des bases sur oui. lesquelles se sont faites. Oui, 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 tout à fait, l'OTAN, oui. Comment il fait? Alors là, moi je suis moins qualifiée sur Erdogan et sur la Turquie, mais si j'en crois mes collègues, et effectivement si je regarde un petit peu ce qui se passe, oui, il y a cette position d'équilibrisme et effectivement de tentative de concilier des extrêmes, ou tout au moins effectivement parfois de balancer d'une position à l'autre, parce que il y a des positions sur lesquelles la Russie et la Turquie sont plutôt alignées, et il y en a d'autres, pas si anciennes que ça, où au contraire elles étaient extrêmement opposées. Sur l'Arménie, par exemple. Oui, mais oui, récemment, mais jusque-là, l'Arménie a été très soutenue par la Russie. Donc là, il y a eu plutôt une opposition entre la Russie et la Turquie. Donc je pense que, ce que je vois, c'est qu'effectivement, Erdogan, lui, à l'inverse de Poutine, est plutôt dans un balancier, en fait, entre Orient et Occident, entre islamistes et laïcs, entre l'Ouest et l'Est, entre l'OTAN et les pays arabes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très complexe, mais c'est vrai que du point de vue russe, oui, la Turquie est un acteur de poids, en particulier sur la question du Caucase, bien sûr. Oui. Par rapport à ce qui a été dit donc, sur la nostalgie de Vladimir pour construire l'Empire russe, est-ce qu'on ne peut pas soupçonner M. Erdogan de vouloir reconstruire l'Empire ottoman et voir les Tiers-Armènes reconstruire l'Empire perse? Est-ce qu'il y a une association de malfaiteurs nostalgiques? Écoute, peut-être qu'on rentre dans l'ère des empires, le retour des empires, je sais pas, c'est peut-être ça, c'est vrai, mais est-ce que pour autant Poutine c'est la nostalgie de l'URSS en tant que telle, ou alors la volonté de créer, d'affermir son influence contre l'Occident? Moi je plaiderais plutôt pour la deuxième option. Parce que de toute façon l'Ukraine c'est terminé, c'est fini. En fait, déjà. L'Asie centrale, il n'est pas sûr, après justement cette guerre, il n'est pas sûr que les pays de l'ex-URSS soient si rassurés que ça, c'est même l'inverse, par la position de la Russie. Les pays d'Asie centrale essayent de se positionner en équilibre aujourd'hui entre la Chine et la Russie, et d'utiliser beaucoup plus le levier de la Chine, peut-être pour justement contrer le poids de la Russie.
Donc aux pays baltes, ils sont vraiment très opposés. Oui, Philippe. Et quelles sont les raisons qui ont pu conduire à une telle résilience économique de la Russie, finalement, puisque bon, le fait de les exclure du système SWIFT, le fait de ne pas pouvoir exporter dans plusieurs pays qui avant étaient exportateurs, etc. Comment est-ce que finalement ils ont réussi à s'en sortir pas si mal? C'est une bonne question en fait. 3 raisons. D'une part, la réorientation des échanges vers l'Asie, vers la Chine, oui, bien sûr, mais aussi, et très rapide, vers l'Inde, vers les pays du Sud. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est le contournement. Alors, il y a des États qui sont des États intermédiaires et qui permettent, en fait, moi, mes amis me disent, bon, c'est pas... Enfin, on trouve de tout, hein. Enfin, il suffit d'un peu plus chercher. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des secteurs... Comme par exemple l'automobile, dans un premier temps, vous aviez une voiture Renault en Russie, c'était un peu compliqué de se dire les pièces détachées, comment on va les obtenir, etc. Finalement, il y a finalement des filières d'importation de pièces détachées, tout un tas de choses qui arrivent quand même en Russie. Alors c'est plus cher, c'est plus long, c'est plus hasardeux, mais quand même ça fonctionne. Donc le contournement 2, premièrement la réorientation, et troisièmement c'est... la russification de l'économie et aussi l'économie de guerre, c'est-à-dire un soutien massif de tout un tas de pans de l'économie, la distribution de revenus beaucoup dans ces secteurs, l'armement, mais pas que, l'agriculture aussi qui s'est beaucoup renforcée, qui continue elle à exporter massivement, mais tout un tas d'autres secteurs qui font que finalement les conséquences économiques et financières ne sont pas si importantes que ça. Mais c'est justement quelque chose que je voudrais étudier plus précisément, parce qu'on dit ça comme ça, mais effectivement, il faudrait arriver à le documenter beaucoup plus, à le préciser bien davantage, en fait. Oui. Au niveau économique, vous avez dit un pays indépendant et marginal sur le plan international. Oui. Je ne suis pas d'accord. Non. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en août, il y a eu la réunion des BRICS. Oui, tout à fait. Et pour la première année 2023, le PIB des BRICS est supérieur à notre PIB. Oui. Donc, ils sont en train de monter, comment dirais-je, une monnaie entre tous ces pays qui sont en fait les plus peuplés de la planète. Oui. Ça, avec une vingtaine d'autres. Donc il y a une monnaie, ils sont peuplés et ils ont toute l'industrie. Oui. Et en fait, à terme, s'ils y arrivent, ils vont nous mettre vraiment mal. Non, oui, mais c'est effectivement les BRICS qui étaient restreints jusque-là à 4-5 pays, hein, ont fait des vagues d'adhésion massive avec des pays effectivement qui constituent aussi des pays émergents, donc ça donne un poids, une masse critique importante. Cela dit, quand même, la Russie dans ces pays-là demeure, alors est-ce que c'est marginalisé internationalement, je ne sais pas, mais en tout cas demeure un pays extrêmement fondé sur une économie de rente, dans laquelle la perspective de montée en gamme, c'est pas la Chine, hein, la Russie. Donc de ce point de vue-là, il y a un potentiel économique, scientifique qui pourtant était très important dans l'URSS, c'est-à-dire qu'il y avait une recherche scientifique, les informaticiens aujourd'hui sont très forts en Russie, donc il y a un potentiel important, mais finalement le financement aujourd'hui quand même de la recherche et développement dans la période actuelle, la transmission de la recherche à l'industrie fait défaut. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'équipements technologiques qui sont sanctionnés et qui empêchent la Russie de monter en gamme sur tout un tas dans tout un tas de secteurs. Donc à long terme, si vous voulez, ça fait des années qu'on attend cette modernisation ou cette montée en gamme de l'industrie russe, et pour l'instant on n'a pas vu grand-chose. Alors l'exemple de la Silicon Valley d'il y a quelques années, qui avait été pris pour construire des instituts de recherche également dans la région de Moscou, ça n'a pas donné lieu à grand-chose. Et pour l'instant, effectivement, ça risque d'être quand même
une nation exportatrice de denrées effectivement qui sont très importantes pour l'énergie de la planète, donc le pétrole et le gaz, mais cette montée en gamme, elle reste quand même problématique et sa capacité d'entraînement de l'économie en général reste quand même sujette à caution. Donc pour l'instant, effectivement, à court terme, on voit cette résilience, tout à fait, cette capacité à résister aux sanctions. Est-ce que ça va permettre un développement ultérieur de l'économie russe ? Ça, c'est largement soumis à question. D'autant plus que la Chine ne va pas quand même transmettre ces technologies comme ça et que l'alliance avec la Chine, elle se fait... il n'y a pas beaucoup d'éléments sur les contrats puisque, comme vous le savez, la Chine est un partenaire assez, assez opaque. Mais effectivement, il y a une asymétrie forte quand même entre la Chine et la Russie qui fait que ce ne sont pas deux pays qui sont sur un niveau équivalent en termes économiques, en termes de développement, en termes de recherche et développement, en termes technologiques. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Et en termes de population aussi, malgré tout, il y a un écart absolument considérable également. Oui. Je dirais qu'au niveau Russie, Poutine a fait le nécessaire pour ne pas être endetté du tout. Ah ben oui, mais ça il a pu parce qu'effectivement avec le pétrole et le gaz, c'est vrai que c'était assez facile. Effectivement, la Russie n'est pas endettée, c'est certain. Donc ça permet quand même beaucoup de choses dans cette pandémie. Ah oui, mais c'est-à-dire que la Russie n'est pas un pays, comme les pays du Sud, entre guillemets. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que ça reste un pays avec une capacité économique, financière, industrielle, ça c'est tout à fait certain. Mais malgré tout, avec les ressources disponibles, le résultat, quand même, reste... voilà, en deçà des potentialités considérables du pays. C'est ça qui est vraiment quelque chose qui a remarqué. Il y aurait un PIB comparable à l'Espagne, j'ai cru avoir alors, ça. Oui, c'est-à-dire que, non, peut-être pas l'Espagne, mais effectivement, c'est en termes de PIB mondial, il faut regarder le 8e, la 9e, la 10e place. Donc évidemment, c'est pas des pays à faible revenu, bien évidemment. Mais malgré tout, compte tenu des potentialités, des ressources, du territoire, de la richesse, du niveau technologique et du niveau d'éducation de la population, on pourrait s'attendre et de l'ancienneté du discours sur la nécessité de la modernisation économique, on pourrait s'attendre à quelque chose qui soit bien... Enfin, les ressources, potentiellement, pourraient laisser espérer quelque chose de bien sûr, des résultats bien supérieurs en termes économiques. Et pour quelle raison? Alors, oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs explications, mais l'une d'entre elles est effectivement, justement, on revient à un blocage politique et à la corruption, en fait, généralisée, qui finalement vide le pays de ses ressources, bloque les projets d'investissement, est un obstacle, alors maintenant encore plus, à l'attrait et au développement d'initiatives économiques. Et finalement, toute cette économie, elle est beaucoup maintenant contrôlée par l'État sur les grandes entreprises, donc Gazprom, Rosneft. Ces gros mastodontes sont principalement dans les secteurs énergétiques. Et les petites entreprises innovantes, puisqu'il y en a plein, ont beaucoup de mal à se développer, compte tenu aussi de pratiques de corruption, de freins administratifs, de lourdeurs bureaucratiques qui font qu'il est très difficile de passer un stade dans le développement de ce tissu industriel qui pourrait être un vecteur finalement de développement et qui pour cette raison ne l'est pas. Alors, sauf quelques poches d'efficacité, comme par exemple le secteur agricole, mais avec un très fort soutien de l'État. Donc on voit quand même un rôle de l'État très important dans l'économie. Quel est l'appareil politique qui permet à Poutine de contrôler le pays? C'est-à-dire, est-ce que c'est des fonctionnaires? Est-ce que c'est le FSB? Est-ce que c'est son parti? Est-ce que
par exemple, c'est Russie, je pense. Oui. C'est ça. C'est Russie. Est-ce que par exemple, Russie s'apparenterait à ce qu'était le Parti communiste en URSS, avec un contrôle très ferme de la situation à travers ces instances, ou est-ce qu'il y a d'autres appareils qui font que finalement ils contrôlent le pays aussi bien d'un point de vue de l'opinion que sur un plan plus répressif? En fait, en russe, on parle de ressources administratives, en fait. C'est tout, c'est l'appareil judiciaire, c'est l'appareil policier, c'est le renseignement, c'est les médias, c'est le parti, c'est les gouverneurs des régions, c'est tout ça, en fait. Et donc ça, c'est effectivement ces ressources administratives, ce sont elles qui permettent de contrôler le pays. Et effectivement, la justice et la police apparaissent quand même comme des rouages majeurs, parce qu'aujourd'hui, toute tentative d'opposition, de velléité d'opposition, elle est susceptible d'être finalement... les gens sont arrêtés, sont traduits devant la justice et sont emprisonnés. Donc la justice, la police sont des éléments majeurs en fait de contrôle de la population. Les médias pour la tête, finalement les discours, la justice et la police pour les oppositions marquées. On le voit aussi aujourd'hui avec pour ce qui concerne les manifestations contre la guerre, n'importe quel citoyen, même on voit des écoliers ou des lycéens qui ont posté un post sur Facebook, se retrouvent traduits devant la justice, etc. C'est un niveau, si vous voulez, qui est quand même incroyable. Oui, parce qu'on a un peu une vision de Poutine isolé dans son pouvoir. Oui. Mais non, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout un système. Un système, c'est pour ça qu'on ne peut pas... Enfin, souvent, il y a une sorte de personnalisation ou de personnification dans les médias. Poutine. Non, enfin, il y a tout un système, finalement, et une organisation qui contrôle le pouvoir de façon extrêmement, finalement, efficace, quand même. Oui. Oui, je voudrais revenir sur une question qui avait été abordée tout à l'heure sur la politique d'influence. Oui. Et je voulais savoir avoir votre avis sur le fait. Alors vous avez évoqué une politique d'influence immédiate, actuelle, qui peut peser autour des céréales, par exemple, et qui peut peser sur les avis des différents pays dans les instances onusiennes. Mais moi, je voudrais parler de la politique d'influence qu'avait eue l'URSS vis-à-vis de nombre de pays africains, puisque une quantité d'étudiants africains ont fait des études longues, des études scientifiques, et sont restés russophones. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que, à l'heure actuelle, ils ne sont pas tout jeunes, ça c'est sûr, n'empêche que, vu le contexte africain et le contexte franco, voilà, de fait, la France qui se retire, pas uniquement sur le plan militaire, mais malheureusement sur le plan de la coopération dans un certain nombre de pays, est-ce que ces cadres, ces anciens cadres qui ont donc été formés en Union soviétique ne peuvent-ils pas être acteurs dans l'accueil renforcé de la Russie aujourd'hui dans un certain nombre de pays africains? Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je me souviens très bien avoir rencontré de nombreux étudiants africains parlant très bien russe. Enfin, c'était étonnant. Soit en Russie, soit en France. Et donc, effectivement, c'est tout à fait juste. Donc, j'imagine que ce pouvoir d'influence, il s'appuie sur ces élites
dont une grande partie, je me souviens très bien, nous on a eu pendant des années un accord de coopération avec l'Université de l'Amitié des Peuples, et effectivement c'était la vitrine de l'université, c'était la formation de toutes ces élites russophones, des pays asiatiques, des pays latino-américains et beaucoup africains. Vous avez raison, et j'imagine qu'aujourd'hui c'est un vecteur principal d'influence, et d'ailleurs la Russie profite finalement de la perte d'influence de la France et pour s'implanter, et finalement tout à fait, oui, c'est très net, et ça fait même partie d'un discours presque officiel, puisque venez vers nous, vous voyez, l'ancien colonisateur effectivement exerce une influence effectivement qui est mauvaise, nous on va vous aider en fait. Et oui, c'est très net, oui. Alors moi, je suis pas, je connais pas l'Afrique, mais j'ai des collègues qui travaillent sur ces questions-là et qui me relatent ça de façon assez nette. Et c'est tout à fait, j'imagine que c'est un vecteur d'influence très important, c'est sûr. Et si je peux rajouter une petite chose, ce qui risque de se passer, parce qu'on voit les images des pays sahéliens avec des jeunes, ce sont des jeunes qui brandissent les drapeaux russes. Mais il y a l'autre génération, en arrière-fond, les anciens qui, eux, ont fait leurs études et ont été formés par l'URSS, et ça fait quand même beaucoup. Voilà. Et ça ne peut qu'avoir un impact sur l'audience. Oui, et puis effectivement, il y a aussi tout ce qui constitue les réseaux, les médias, Sputnik, RT, qui se développent beaucoup en Afrique, de la même façon que Wagner aussi, c'est beaucoup en même temps développé en Afrique. J'ai vu une carte récemment. Moi, c'est un aspect que je connais de seconde main, mais effectivement, le développement de Wagner en Afrique était assez impressionnant. Il couvre quasiment tout le continent, c'est très, très marquant. Oui. Une question dernière. Allez-y. Là, vous aviez une carte très intéressante sur le résultat des élections en Ukraine, avec la zone d'influence russe, pro-russe, et quelque part, ce sont les territoires que l'Ukraine essaie de reconquérir. Oui. Mais est-ce que c'est pas illusoire, quelque part, de vouloir conquérir des régions qui ne seraient pas forcément favorables à cette libération? Ça c'est une grande question. Alors attendez que je récupère ma carte avec le Donetsk et Lugansk. Oui, c'est une grande question, mais finalement ces deux républiques-là, il était à une époque, au moment du processus de Minsk, donc qui est le processus qui a été mise en place avec l'Union européenne, c'était quoi? Je crois que c'était l'OSCE et puis l'Allemagne, la France et je ne sais plus peut-être l'Union européenne, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, donc ce processus envisageait les sorties possibles du conflit avec ces républiques, et il y a eu des tentatives de conciliation à plusieurs reprises. Par exemple, avec, pourquoi pas, la possibilité d'envisager des fédérations avec une autonomie relativement large de ces régions-là, qui auraient pu avoir, par exemple, parce que le critère de la langue était un critère au début, bien sûr, extrêmement important, mais qui aurait pu avoir, par exemple, le russe comme langue, l'une des deux langues officielles. Enfin, il y avait des options qui avaient été considérées dans selon cette option-là. Aujourd'hui, compte tenu de la radicalisation des positions, ça me semble c'est plus des options qui sont envisageables, je crois. Ouais. Bon, on va peut-être terminer notre soirée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.